Bonjour à tous, nous attaquons enfin une partie cruciale et très importante de ce cours en langage d'assembleur puisque nous allons aborder ensemble le concept des fonctions. On va entrer beaucoup plus en détail cette fois-ci dans ce concept-là, puisque jusqu'à présent vous aviez utilisé des fonctions, que ce soit en faisant des appels système sur GNU Linux ou en utilisant l'IPA de Windows. Et nous on va regarder comment créer nos propres fonctions et voir un petit peu comment cela se passe, le contexte des fonctions, comment cela fonctionne concernant les registres. On va parler également de piles. Donc il va falloir suivre un petit peu tout ça comme il faut. Vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs parties pour faire ça. Sinon ça aurait pris des heures et des heures pour tout vous expliquer. Petite parenthèse avant de commencer en tout cas, au niveau des vidéos, être au point en tout cas jusque là. Donc au niveau du cours de langage d'assembleur, évidemment vous devez avoir vu toutes les vidéos précédentes dans leur intégralité, c'est important, puisque je ne reviendrai pas sur les points de détail que j'ai pu donner ici. Et vous êtes censé connaître en tout cas tout ce qui a été vu avant et être à l'aise avec toutes ces notions là aussi. Au niveau de la playlist architecture, vous avez aussi des vidéos qui vont vous servir, qui sont donc des vidéos purement théoriques et illustrées pour vous expliquer certains concepts complémentaires et qui sont même directement rattachés au langage d'assembleur, à commencer par la vidéo sur le processeur, qui vous explique un peu le fonctionnement de tout ça avec les micros et les macro-architectures, une vidéo associée avec les registres, donc qui fait un petit peu la présentation des différents registres, les différents modes d'adressage, ce genre de choses, qu'on va évidemment après utiliser tel quel. On a aussi une vidéo sur la mémoire virtuelle, c'est elle qui introduit justement un petit peu la mémoire liée au processus, voir un petit peu comment tout cela a été géré en termes de gestion, et une vidéo sur la pile, puisque c'est la structure de données que nous allons retrouver ici concernant les fonctions. Donc vous allez avoir un exemple véritablement concret de celle-ci, et vous avez ici une présentation avec différents cas d'usage pour voir un peu comment fonctionne cette structure de données. Une fois que vous avez vu tout ça, que vous êtes suffisamment familiarisé avec ces différentes vidéos, vous allez pouvoir suivre sereinement cette partie sur les fonctions. Comme je vous l'ai dit, qui va être un peu longue, donc il ne faudra pas hésiter à revoir ça en plusieurs fois si nécessaire, à prendre des notes, à mettre en pause, bref, ce sont des vidéos. Donc vous gérez ça bien sûr à votre rythme, ce n'est jamais imposé. J'ai par ailleurs mis à jour et complété davantage la page donc sur le GitHub que vous avez dans la description de la vidéo concernant les conventions d'appel. Comme on va aller un petit peu plus loin, j'ai rajouté des informations supplémentaires. On va dire que jusqu'à présent, on avait surtout abordé cette partie-là, c'est-à-dire les paramètres à gérer selon la convention, où aller les paramètres supplémentaires, et ensuite où nous récupérions le résultat, donc la valeur de retour, suivant les différents registres. Donc vous avez pour GNU Linux, macOS éventuellement, vous avez ces deux conventions, qui sont en tout cas celles que je vous recommande, et pour Windows, vous avez les conventions de Microsoft, donc à savoir Win64 ici, qui est un nom général, c'est pas un nom normalisé, parce qu'en fait chez Microsoft il y a beaucoup de conventions, il y a eu Fastcall, donc il y a STD Call, il y a Fastcall, là on est sur Vector Call, et en fait ce ne sont pas des conventions qui remplacent d'autres conventions, ce sont très souvent des extensions. C'est-à-dire qu'actuellement on est sur Vector Call, qui n'est pas là pour remplacer toutes les autres, mais vient s'ajouter en fait à la convention, on va dire Windows x64. Donc ça s'ajoute des fonctionnalités supplémentaires, des registres supplémentaires. Donc voyez-le comme ça, mais moi je vous ai mis un nom générique, le nom générique qui est généralement utilisé, parce qu'il n'y a pas de terme plus précis que ça. Donc au moins vous aurez tout ce qui est disponible là. On va s'y référer de temps en temps, même si vous êtes censé de toute façon savoir ça, mais un petit peu de rappel fera pas de mal non plus. Et après, on a une nouvelle partie concernant, vous voyez ici, une histoire de registre visiblement sauvegardée par l'appelé, sauvegardée par l'appelon, mais je reviendrai un peu plus en détail là-dessus quand on y sera. On va commencer ici, alors on va pas écrire du code, donc ça on avait un code de base, mais déjà par vous présenter finalement ce qu'est une fonction, parce que bon, on l'a abordé, on a déjà utilisé des fonctions, mais on va pouvoir aller un peu plus loin maintenant dans les explications, et ensuite on verra un petit peu ce qu'on va faire sur ces prochaines vidéos. Au départ, dans un programme informatique, on va retrouver tout un ensemble d'instructions. Par exemple, je pourrais avoir une instruction pour faire quelque chose, une autre instruction, etc., etc. Si à un moment donné, ailleurs dans mon programme, même dans un autre fichier, je veux pouvoir effectuer ces instructions, je serai forcément obligé de les répéter à chaque fois. Elles seront donc multipliées autant de fois que je veux faire appel finalement à ces instructions-là, et on va avoir beaucoup de répétitions de code. En plus de ça, on perd le côté dynamique qui aurait pu être permis via ce type de code. C'est-à-dire que si je veux changer par exemple une information, on doit faire des modifications un petit peu partout où cela est nécessaire. L'intérêt d'avoir une fonction, c'est de se dire que nous avons des instructions qui vont être répétées, ou des instructions qu'on veut pouvoir gérer ensuite dynamiquement, avec des informations par exemple qui changent, et dans ce cas-là, on va factoriser, on va donc regrouper ça au sein d'une même boîte, on peut le voir au sein d'un même bloc, et de se dire finalement voilà, on a une fonction,
Donc non, bon, évidemment, au niveau de ce format, on va avoir voilà, un nom de fonction, 2 points, et ensuite on va retrouver comme ça nos différentes instructions en langage d'assembleur. Donc faire ceci, faire cela, etc. etc. L'avantage de ça, c'est qu'une fois que nous avons ce bloc de code, on va pouvoir le réutiliser quand on veut. On pourra à tout moment faire appel à cette fonction, en lui passant si elle en a ses paramètres, et on pourra comme ça l'utiliser. Évidemment, puisqu'elle dépendra de ses paramètres, selon les valeurs qu'on passera à ces paramètres, eh bien, ce qu'elle fera comme traitement pourra différer. C'est quelque chose que vous connaissez, puisque c'est ce que nous avons déjà utilisé jusqu'à présent avec les fonctions. Alors ici, on est sur Windows, on va voir pour Windows et pour GNU Linux, hein, et on voit par exemple que nous avions fait appel à quelques fonctions ici de l'IPA de Windows. Donc là, en passant également ce paramètre-là, ici les différents arguments avant de faire cet appel-là, et ici l'argument à 0 avant de faire un exit process. Alors petite parenthèse aussi, je vais vous présenter des choses sur Windows et ensuite GNU Linux. Même si vous travaillez que sur un seul de ces systèmes d'exploitation, je vous invite fortement à regarder l'ensemble de ce que je vais vous montrer, puisqu'il y a certaines mécaniques que je vais faire sur un système et pas sur l'autre et inversement. Pourquoi ? Pour simplement pas me répéter sur les deux systèmes, ce qui n'aurait aucun sens, sachant que la syntaxe pour certaines choses ne changera pas du tout. Donc voilà, il y a des choses que je vais montrer que sur ici le Windows, d'autres que sur GNU Linux, mais qui vous serviront en fait conjointement pour les deux systèmes, quel que soit le système que vous utilisez. Donc ne regardez pas forcément que sur l'un, sinon vous aurez plein de choses qui vous manqueront pour la suite. Donc on a toujours fait ça, voilà, on a toujours utilisé ce genre de fonction, et vous voyez, à aucun moment on a eu besoin d'écrire le code de write console ou de refaire tout un code en langage assembler pour afficher du ASCII sur une console, ou par exemple quitter le processus en cours. Ce sont des fonctions qui sont fournies directement via une interface par Microsoft, et on n'a plus qu'à les utiliser. Et à chaque fois que je veux afficher quelque chose, voilà, j'ai cet ensemble d'instructions à écrire. Si plus tard je veux rafficher un autre message, eh bien je pourrais à nouveau le faire, mais en changeant certains paramètres, en changeant par exemple le message à afficher. Et en utilisant la même fonction, on aurait été capable d'afficher deux messages différents. C'est là tout l'intérêt, encore une fois, d'utiliser ce concept-là de fonction. Et vous comprenez bien que si nous n'avions pas cette possibilité-là, on aurait des codes beaucoup plus importants en nombre d'instructions, et surtout on aurait beaucoup de répétitions, et on ne pourrait pas gérer par exemple dynamiquement des informations telles qu'on le fait ici. Donc ça appauvrirait énormément un petit peu les possibilités et les fonctionnalités dans nos programmes. Maintenant que ceci est expliqué, vous savez un petit peu ce qu'il en est. La nouveauté, finalement, à partir de maintenant, c'est pas seulement d'utiliser des fonctions comme ça, ou de faire des appels système sur GNU Linux, mais c'est de créer nos propres fonctions et de pouvoir ensuite les appeler dans nos programmes. Donc c'est là toute la nouveauté. Et bien évidemment, ça va faire appel à tout un tas de contraintes pour suivre et respecter les conventions d'appel, suivant en tout cas la convention d'appel que vous utilisez. Je vais vous montrer un petit peu l'exemple de programme qu'on va réaliser. Je vais l'écrire en pseudocode, donc en algorithmie, comme ça ce sera clair pour tout le monde. Et peu importe dans quel langage vous venez, au moins ce sera clair, il n'y aura pas de souci. Alors, moi je pars toujours du principe que ce langage est le premier que vous êtes en train d'apprendre, toujours. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Si c'est le cas, voilà, je veux que ce soit clair pour les gens qui débutent en programmation. Donc là on va partir du principe qu'on a une fonction. On va mettre somme de nom, je vais l'appeler somme de nom, mais toujours en algorithme en français, qui va prendre deux entiers et qui retourne bien sûr le résultat donc sous forme d'entier. Ça ne change pas. Cette fonction va faire un calcul très simple. On va limiter les variables intermédiaires ou ce genre de choses. On va faire vraiment le code le plus court qu'on peut faire. Elle va retourner bien sûr la somme de A plus B. Ensuite, on va avoir, alors bon, là c'est déjà le code qu'on a. Je vais l'appeler main parce que on l'a appelé ici main, hein. C'est classique, on s'en fiche des paramètres ou quoi que ce soit. Juste pour comprendre un petit peu ce qu'on a. On va avoir ici évidemment un appel, la somme de nombres directement. On ne récupérera pas le résultat, d'accord, parce que ça ne nous intéresse pas pour le moment en tout cas. On développera un peu si nécessaire par la suite. Je passe en brut les valeurs sans passer par des variables intermédiaires. Donc 5 et 3 ici, on va se servir ça comme exemple, ça le fera bien. Et ensuite, quitter le programme. Et par exemple, le code 0, donc c'est l'équivalent du exit process, ou alors on fera carrément, on passera par l'accumulateur, on mettra 0 et on fera un retour. Enfin, je vais expliquer tout ça quand on va aborder les fonctions plus en détail. Voilà en tout cas à quoi ça va ressembler. Si je devais l'écrire en langage C ou du C fait en C++, pour ceux qui connaissent aussi, ce sera toujours ça de plus aussi. Je vous montre le code correspondant.
Si jamais ce n'était pas clair, mais normalement ça doit l'être. Hein. Donc 5, 3. Voilà. Ça, c'est l'équivalent, ça vous aurez les deux. Si vous ne connaissez pas le C ou C++, c'est pas grave. Vous avez ici, de toute façon, le pseudocode. Mais sinon, vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Comme ça, on pourra compléter un petit peu ça. Donc c'est ce que nous allons faire. On va faire appel à une fonction qui va faire la somme de deux entiers. Mais cette fonction, à ce stade, n'existe pas. On ne va pas utiliser une fonction qui serait existante, on va l'écrire nous-mêmes. Et c'est ce qui va être nouveau, justement, à partir de ces vidéos du cours, qui va me permettre d'aborder un petit peu ce concept de fonction et tout ce qui en découle, vis-à-vis notamment des conventions d'appel. Pour faire les choses proprement, on va partir sur une base vide. Alors, je vais mettre le global ici, changer un peu. Et juste les parties ici, main. Alors ça, je vais le laisser RCX. Et on va bien sûr le réexpliquer rapidement, même si on l'avait déjà vu avant, parce qu'on avait une vidéo dédiée sur les conventions d'appel. Mais on va pouvoir bien évidemment aller beaucoup plus loin, parce que les fonctions vont faire appel à d'autres règles très importantes tout au long de ces vidéos. Nous avons ceci, et on a comme ça toute la partie qui est à compléter. Revenons sur les conventions très rapidement. Parce que vous voyez par exemple ici, je mets RCX à 0, on va se faire exit process. Pourquoi RCX? Petit rappel, bon ça vous êtes censé le savoir normalement à ce stade, sinon c'est problématique. On va sur la convention Windows x64 et on voit que avant de faire appel à une fonction, si on a besoin de passer donc des arguments, si elle attend des paramètres, si ce sont des entiers, ils sont respectivement RCX, RDX, RBit et R9. Si ce sont des flottants, XMM0, etc. jusqu'à 3. Comment ça fonctionne aussi, ça je ne vous l'ai pas forcément dit dans les vidéos précédentes, ça va être un petit peu nouveau, ça fonctionne par regroupement. C'est-à-dire que si nous avions, je vais revenir ici, une fonction de ce type, donc fonction truc, hein, incroyable, qui prend un entier A, un flottant B, un entier C, dans quel ordre ça se passera? Eh bien c'est simple. Vous devez fonctionner par positionnement au niveau des paramètres. C'est-à-dire que ce qui est en premier argument, c'est soit RCX si c'est un entier, soit, alors, ou d'autres choses d'ailleurs, hein, il y aura d'autres types, mais ça on l'abordera plutôt en annexe dans des tutos, hein, je ne vais pas aller trop m'étaler là-dessus. C'est un nombre à virgule flottante, XMM0, pour le premier argument, l'un ou l'autre. Pour le deuxième, c'est forcément un de ces deux registres. Donc si, ici on a vu que le premier c'était un entier, on dit ok, c'est RCX. Là, pour le flottant, on va pas prendre XMM0, parce que nous sommes déjà, vous voyez, sur le deuxième paramètre de la fonction. Donc ce qui sert de deuxième position, c'est RDX pour un entier ou XMM1. Donc ce sera XMM1. Et ici, on est sur le troisième argument, qui est un entier, donc on prend le troisième registre d'entier. Vous voyez, on ne complète pas en fait, on ne prend pas à la suite ceux qui sont disponibles, c'est la position qui compte. Donc là, ce sera R8. Et si on avait d'autres, ce serait mis sur la pile à l'envers. Donc par exemple, si on avait ensuite, est-ce qu'on va pas en rajouter, ça va compliquer un petit peu, inutilement, mais en tout cas, vous comprenez un petit peu le système de positionnement. Donc ça, c'est des petits rappels pour montrer voilà pourquoi ici nous passions RCX. C'est une fonction de l'API, donc l'IPA, qui prend qu'un seul paramètre, qui est le code de retour, donc là 0, pour indiquer qu'il n'y a pas eu d'erreur, et ensuite on peut quitter proprement, il n'y a pas de souci. Ok, on va revenir maintenant, compléter un petit peu ce code, pour aller un peu plus loin, pour respecter les conventions, comme on l'avait déjà fait jusqu'à présent, certaines choses, mais avec des explications supplémentaires. Jusqu'à présent, on avait ce genre de code qui était fait, qui était complété, et je vous avais indiqué que au niveau de la convention de Windows, nous devions créer un espace d'ombre de 32 octets. Cet espace d'ombre était nécessaire pour notamment les arguments qu'on peut passer à une fonction. Vous voyez qu'on a principalement 4 arguments, sans parler de la pile, et ce qui va se passer, c'est que nous avons besoin de réserver d'avance cela, même si nous ne les utilisons pas. Là par exemple, on voit qu'on n'utilise que 2 arguments, peu importe, la convention nous indique, garantit en tout cas, qu'un espace sera réservé pour les 4 arguments. C'est pour ça que nous avions généralement à faire ceci, et souvent on sauvegardait un autre paramètre pour avoir tout simplement, donc on écrivait ça comme ça, et ensuite on pouvait, alors on va faire ça proprement, on va le mettre en constante maintenant.
Voilà, on va quand même compléter un peu en faisant ça. Et nous avions comme ça réservé notre espace d'ombre tel que la convention le veut. Très bien. Le problème important, c'est qu'il y a une autre règle à respecter, c'est l'alignement de la pile. Alors ça, ce qui est bien, c'est que Windows ou Linux, c'est la même chose. La pile doit être alignée sur 16 octets. Ici, on pourrait penser que c'est bon. Alors, peut-être déjà aussi vous expliquer ce que ça veut dire. Pile alignée sur 16 octets. Donc, il y a plein d'explications, c'est pour ça que je dis bien suivre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que la valeur que vous avez, d'accord, fait sur la pile, si elle est divisible par 16, la pile est bien alignée. Et le calcul simple pour faire ça, c'est de faire le modulo 16 du nombre et d'obtenir 0. Si le modulo 16 de votre nom donne 0, votre pile est alignée, sinon elle ne l'est pas. Donc là, quand je vois ça, 32, je fais mon petit calcul, je vais faire 32 modulo 16, on comprend bien que c'est bon, ça fait 2 fois 16, 32, il reste 0, c'est le reste de la division euclidienne, je rappelle, le modulo. Donc on pourrait se dire, c'est bon, la pile est alignée sur 16 octets, on a respecté la convention. Et en fait non, parce qu'on va devoir maintenant aller un peu plus loin, maintenant qu'on en est aux fonctions ici en langage d'assembleur, pour entrer un peu plus en détail sur main. Main, vous avez vu, c'est une fonction. C'est même d'ailleurs le point d'entrée de votre programme. Et si vous faites du C ou du C++, vous le savez, votre programme démarre en exécutant de lui-même la fonction main, ça démarre par là. Vous n'appelez pas vous-même explicitement la fonction main, c'est fait directement, et c'est par là que démarre votre programme. Alors, c'est le cas aussi en langage d'assembleur, mais il s'est déjà passé certaines choses sur la pile. Et on va entrer un petit peu dans le vif du sujet sur la pile, et ça va compléter un petit peu tout ça. Je vais y arriver. Au niveau du schéma, voilà comment que ça va se passer principalement. Comment comprendre la pile? Alors, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet en architecture, donc vous êtes censé être OK avec tout ça. Donc je vais compléter brièvement ici. Votre pile, il faut la voir, alors non pas comme ça, parce que si j'efface, on va avoir du mal. Donc je fais quelque chose de grossier, mais c'est normal pour ce qu'on a. C'est généralement de taille fixe, par exemple 8 mégaoctets, donc ça fait, voilà, on est à plusieurs millions comme ça d'octets disponibles, si on a vraiment énormément d'informations à écrire. Et on va avoir différents espaces, différentes zones pour chacune des fonctions, ce qu'on appelle souvent les contextes de fonctions. Et ici, en langage d'assembleur, on va parler de cadre de pile. Alors, très important, donc de stack frame, si on utilise les termes anglais. Donc par exemple, je vais bien séparer, voilà, toute une partie entre différents appels. Donc là, on peut imaginer qu'on a un appel à une autre fonction, d'accord, à chaque fois qu'il y a une ligne rouge. Et ensuite, on a chaque zone de fonction. Donc là, on a une fonction A, ensuite qui appelle une fonction B, et ensuite, par exemple, qui appelle une fonction C, ou autre, peu importe. Mais vous voyez, ça se suit comme ça, un peu comme un lotissement avec différentes habitations, où chacun est voisin, chacun a son petit terrain, sa petite parcelle. On peut parfois communiquer l'un avec l'autre, ça on va le voir juste après, mais on a quand même des zones après locales, propres à chacun, qui appartiennent donc à chaque zone, et chaque fonction a son propre contexte. Donc il faut le voir comme ça. Et nous, on va entrer un peu dans le détail de ces parties-là, de dire finalement qu'est-ce qu'on a là-dedans, parce que si je vous schématisais juste comme ça, je vous dis voilà comment fonctionne la pile en langage d'assembleur, ça va pas vous aider beaucoup. Donc on va aller bien évidemment beaucoup plus loin dans les explications avec cette fois-ci un schéma un petit peu plus poussé. J'avais le bon truc. Oui, c'était le bon. Ouais. Ok. On va partir ici et on va aller un petit peu plus loin. On va marquer ici déjà l'appel. Alors, on a normalement l'appel à main. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que, alors même avant ça, on va plutôt marquer les deux instructions qui se passent concernant les fonctions. Il faut que vraiment que j'organise tout ce que je dois vous dire, parce qu'il y a plein de choses. Il faut vraiment rien oublier. Concernant les fonctions, on va avoir deux cas. Ça, vous connaissez. Vous savez que call, c'est une instruction qui permet d'appeler la fonction. Une fois bien sûr qu'on a passé éventuellement ces arguments, on connaît. On l'a déjà vu, mais sans forcément expliquer exactement ce que ça faisait. L'instruction call, ce qu'elle va faire, alors c'est deux étapes. Déjà, elle va pousser ou mettre sur la pile le contenu de RIP. Je rappelle que IP, Instruction Pointer, le pointeur d'instruction, c'est un registre qui contient tout simplement l'adresse de la prochaine instruction à exécuter dans notre programme. C'est-à-dire par exemple, quand j'en suis à cette instruction, RIP contient l'adresse qui mène à cette instruction là, puisque c'est la suivante. Et quand j'en suis à cette instruction, RIP
contient l'adresse vers cette instruction, et ainsi de suite. Ça nous permet d'avoir un déroulement dans l'ordre du programme, et de suivre après ensuite les branchements, les sauts, etc. et d'avoir tout qui est fait comme il faut. Une fois qu'on a fait ça, on fait un saut, donc fait un saut vers la fonction, donc on va dire via son étiquette, et ça, le saut, c'est un jump, on a déjà vu ce genre d'instruction aussi, voilà. Donc là, pousser, c'est un push, on a déjà vu aussi. Voilà. Le contenu de RIP, RIP, c'est vrai que je vous le dis toujours à la française, mais normalement ça devrait être dit en anglais, mais vous avez compris. Et ensuite, fait un saut, un jump, vers la fonction en question. Nous avons ça, donc c'est comment nous appelons une fonction et nous arrivons dans cette fonction, d'accord, dans son contexte. C'est-à-dire, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, on était, alors je l'ai pas, j'ai tout enlevé, ah oui je l'ai supprimé, c'est pas grave. Donc en fait, quand on avait le trait rouge, voilà, on passe de la fonction A à la fonction B, d'accord, c'est la fonction A qui appelle la fonction B. À l'inverse, quand on est dans une fonction, nous avons une instruction ret, qui est donc le return, la fameuse instruction retourner quelque chose qui était la fonction. Alors qui va faire plein de choses en réalité après, puisqu'on va avoir tout simplement la récupération des différentes parties en fait qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va récupérer, qu'on va dépiler en fait là où on se trouve, on verra, donc dépiler donc sur RSP, le registre de pile, le stack pointer, le pointeur de pile, et le placer dans RIP, pour dire voilà, ça c'est ça la prochaine instruction à exécuter. Et ensuite, on fait un saut en fait, on revient à l'endroit vers l'adresse en fait qui est dans RIP. D'accord? Voilà un peu comment ça se passe. Pour voir un petit peu l'ensemble qu'on a. Donc de toute façon, je vais vous montrer en détail au niveau du schéma, je vais vous faire ça. On va avoir un cas concret effectivement d'usage de ça complet, puisque vous devez comprendre comment fonctionne tout le cadre de pile avec les fonctions. C'est pour ça qu'on a plusieurs parties ici au niveau du cours pour aborder le sujet. Donc ces deux parties-là. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on avait vu call, puisqu'on faisait des appels à des fonctions, jamais l'instruction ret, puisque nous utilisions des fonctions déjà toutes faites. Donc c'est pas à nous de les écrire, et donc ce n'est pas à nous d'avoir une instruction de retour pour celle-ci, et tout fonctionnait très bien jusqu'à présent. Donc on n'avait pas de soucis à se poser là-dessus. Voilà un petit peu ce qu'on va avoir finalement sur ces parties-là. On va compléter au niveau du code ce qu'on pourrait faire, et ensuite on va bien sûr mettre à jour au fur et à mesure le schéma pour voir un peu comment ça fonctionne. On va faire déjà ce qui est tout à fait faisable par rapport à ce que vous connaissez. Mais ce que je veux qu'on aborde avant, puisque c'est aussi pour ça que je voulais qu'on aborde la pile maintenant, c'est par rapport à ça. Rappelez-vous cette histoire de pile qu'on pense alignée, mais en fait qui ne l'est pas. Regardez au niveau des informations que je vous ai données, on a poussé sur la pile le contenu de RIP, c'est-à-dire une adresse de retour. Mais ça, c'est déjà une information de bisoctet. Donc en fait, c'est comme si nous avions fait ça. D'accord, pousser sur une pile de 64 bits, c'est comme faire une soustraction de 8 octets, d'accord, puisque nous avons exactement la même taille d'information. Donc ici, en réalité, on pense avoir fait une soustraction de 32, mais non, puisqu'avant, il y a une soustraction de 8. De 8 qui a été faite. Et là, effectivement, on a une soustraction de 32. Si on fait le calcul de tout ça, 32 plus 8, ça fait 40, et si on fait le modulo 16 de 40, on se retrouve avec un résultat de 8. Ça veut dire que la pile n'est plus et n'est pas alignée sur 16 octets, et là on ne respecte plus la convention d'appel de Windows. C'est pour ça, et c'est ce qu'on faisait sans que je sois trop entré en détail sur les séances précédentes, que je vous indiquais ici, non pas seulement ici une soustraction de 32, mais une soustraction de 40, qui revient en fait à faire l'espace d'ombre obligatoire plus 8. Pour, vous voyez, rééquilibrer en fait ce qu'il nous faut. Là, on se retrouve avec 32 plus 8 plus les 8 par rapport à ça, qui a été fait pour l'appel à main, qu'on ne voit pas dans le code. C'est pour ça d'ailleurs que ça peut induire en erreur, parce que cet empilement, on ne le voit pas dans le code, on ne le lit pas. Et là, on arrive à 48, et 48 modulo 16, ça nous donne bien 0. La pile est bien alignée sur 16 octets comme il faut. Voilà. Maintenant que cela est expliqué, on n'oublie pas bien sûr de restaurer la pile après. Pareil, on verra pourquoi aussi, pourquoi on le fait à la fin. Parce que c'est la responsabilité ici de la fonction appelante de nettoyer la pile et de la remettre en état pour la suite. Donc là après on quitte le programme, donc on n'a plus besoin. Et tout se fera entre ces instructions ici.
Cette partie, vous pourriez l'écrire avec les connaissances que vous avez actuellement. Regardez ce qu'il faut faire. Si on suit un peu l'exemple ici. On a une fonction à appeler en lui passant 2 entiers en tant qu'argument. Ça, normalement, vous savez faire. Vous avez fait des appels à exit process, des appels à write console A. Donc vous connaissez, vous savez comment gérer 2 paramètres, les placer sur quels registres et les bons registres, et ensuite faire un appel à une fonction qu'on va appeler addNumbers, pour rester cohérent. Donc là, c'est très simple. Si on veut se rebaser là-dessus, le premier, ça va être dans RCX, le second dans RDX. Là, c'est juste de la révision, donc on y va. RCX, on va reprendre les mêmes exemples, 5 et 3. Donc 5, move RDX 3, et un call à addNumbers. Ça, rien de nouveau dans tout ça en fait, en réalité, même si maintenant j'ai apporté des explications supplémentaires sur l'alignement de tout ça, de la pile et pourquoi, mais on a compris un petit peu ce qu'il en était. Et cette fonction, qui n'existe pas encore, eh bien on va pouvoir la compléter. Je vais la mettre en global ici, pour respecter toujours la convention, voilà. Et nous allons pouvoir écrire son code. À ce stade, nous avons 2 possibilités en termes de fonctions. C'est là où ça va vraiment entrer dans le détail. Nous avons des fonctions dites feuilles, c'est-à-dire ce sont des fonctions généralement qui n'appellent pas d'autres fonctions, sauf cas exceptionnel, où on appelle une autre fonction qui a les mêmes registres, enfin qui utilise vraiment les mêmes registres que l'appel qui a été fait avant. Donc c'est des cas, on va dire, exceptionnels, donc considérés quand on n'appelle pas d'autre chose, et qui ne font rien d'autre, c'est-à-dire qui ne vont pas utiliser la pile, qui ne vont pas avoir de données locales, qui ne vont pas utiliser des registres à sauvegarder, et qui ne vont pas faire d'allocation dynamique. Donc nous, c'est notre cas. addNumber, en fait, c'est une fonction feuille, elle peut largement remplir ce rôle, et c'est ce que nous allons faire, justement, pour écrire le code le plus court. Une fonction feuille, vous connaissez. La seule chose que vous ne connaissez pas encore à ce stade, c'est l'instruction write, mais je vous l'ai indiqué tout à l'heure ici. C'est ce qu'on mettra à la fin pour quitter la fonction, et vous voyez faire la suite. Donc on fait ça, et ensuite, pour faire la somme, on l'a déjà vu, ça aussi. N'oubliez pas, la première valeur du paramètre est dans RCX, et la deuxième est dans RDX. C'est-à-dire que pour l'autre fonction, ça ne change pas. Donc RCX, nous avons 5, et RDX, nous avons 3. Donc d'une fonction à l'autre, vous comprenez bien, les registres sont partagés, sinon on ne s'embêterait pas à faire des sauvegardes de registres d'une fonction à l'autre. Donc on n'a pas de souci, on peut accéder directement à ça, on veut juste faire l'addition, et on a vu que le retour de la fonction, ça se met dans RAX. Très simple. Donc comment faire ça rapidement? On va mettre dans RAX le 5, qui a été mis dans RCX, et on fait la somme ensuite, toujours dans RAX, avec le 3, qui a été mis dans RDX. Et c'est fini. Donc ça, vous avez un exemple parfait de fonction feuille, qui n'utilise pas de pile, ne fait pas d'allocation dynamique, n'utilise pas de registre qu'elle est censée sauvegarder. Bref, voilà, le code plus court ne fait pas appel à d'autres fonctions, donc on peut se contenter de ça, et ça fonctionnera très bien comme ça. Alors j'ai ce code ici, oui, on va peut-être déjà l'assembler pour voir si j'ai pas fait de bêtises, notamment dans ce que j'ai noté. Alors on ne verra pas d'affichage, évidemment, mais ne vous inquiétez pas, on va avoir d'autres choses à compléter. Exit. Ah, je l'avais pas noté, effectivement, comme j'avais enlevé tout le code. Ok. Le point d'entrée, vous voyez, main, à nouveau, c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas, explicitement. Et nous avons ça, je regarde que ça plante pas l'exécution, ça a l'air, bon déjà ça plante pas, ok, mais on va vérifier surtout l'état des registres, voir si ce qui s'est passé s'est bien passé. Donc pour ça, je vais réassembler le tout, mais en faisant une extension .o, puisque c'est l'extension attendue par le lieur LD. J'utilise principalement ces outils plutôt que par exemple un débugger Windows, puisque c'est des outils que vous avez plus de chances d'avoir et qui fonctionnent partout. Voilà, on va utiliser GDB, qui est le débugger que vous avez sur GNU Linux macOS, et qu'on peut aussi utiliser sur Windows. Si vous avez par exemple installé un compilateur, donc GCC ou G++, vous avez normalement de toute façon tous ces outils-là qui ont été installés avec. Donc on va faire ça, main.o, et je vais l'appeler debug, voilà pour faire la différence. Et ici, bien sûr, comme on est sur un outil GNU Linux au départ, il ne connaît pas du tout l'iPad Windows, donc c'est pas grave, on va la retirer. Et ici, maintenant que vous avez compris un peu le principe, une fonction, vous voyez, son retour c'est dans RAX. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre RAX à 0. Voilà. Et on va ensuite quitter. Donc on va faire un ret, parce que main est une fonction. Donc après tout, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc on fait ça comme ça, et on refait cette version.
Voilà. On va déboguer le programme et vous allez voir pourquoi. Donc GDB, on va faire un start. Ici nous sommes dans la fonction main sur le premier point d'arrêt. On va faire info registers, donc I espace R, c'est pour aller plus vite. Et on aura comme ça l'affichage des registres. Donc on va pouvoir retrouver les informations qui nous intéressent. On passe à la prochaine étape. Donc là vous voyez un peu l'état des registres au départ. Ils ne sont pas tous, on pourra en afficher beaucoup plus avec une commande un peu plus élaborée. Mais là ça ira pour ce qu'on va faire. Je refais ça. Et là vous voyez, on a bien dans RCX le 5 qui a été placé, dans RDX 3. Pour le moment RAX, bon, on a quelque chose qui ne nous intéresse pas, on n'a pas le résultat attendu. Donc on continue. Je peux refaire comme ça, flèche du haut. On fait step, on réaffiche. Et vous voyez qu'on a bien 8 qui a été placé dans RAX. Là on va terminer, le programme est quitté. Hein. Voilà, on a terminé le programme et l'état des registres. Voilà, RAX est bien passé à 0 puisque vous voyez qu'ici, hop, je l'ai mis à 0 avant de quitter. Donc, ça s'est bien mis dans les registres comme il fallait, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc ça fait le travail qu'on voulait. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment cela fonctionne. Alors, évidemment, s'il suffisait juste de faire ça, ce serait beaucoup plus rapide pour tout et vraiment on n'aurait pas beaucoup de contraintes, on va dire, liées aux conventions. Mais ça, je vous l'ai dit, c'était dans le cas d'une fonction feuille. Donc fonction feuille, je vais résumer à nouveau. N'appelle pas d'autres fonctions, même si je vous dis à l'oral, si elle avait exactement les mêmes registres à utiliser, elle pourrait, mais pour que ce soit plus simple, partez du principe qu'elle n'appelle généralement pas d'autres fonctions. N'utilise pas de variable locale. Ne modifie pas par exemple la pile. Hein. En vrai, elle ne va pas modifier ça, RSP, donc elle n'utilise pas la pile en particulier. Enfin, elle peut lire sur la pile, bien sûr, mais je veux dire, elle ne va pas la modifier. Et ne fait pas d'allocation dynamique, évidemment. Voilà. J'ai oublié aussi, n'utilise pas de registre non volatile. Et là, ça c'est un point à développer un petit peu aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons cette partie. Donc je vous ai marqué des choses que, pareil, si un jour vous consultez de la documentation ou des livres ou que sais-je, vous allez trouver plein de termes différents et personne n'utilise forcément les mêmes termes parce que c'est pas normalisé et on a vite fait de se perdre. Voilà des termes que vous allez pouvoir retrouver. Conserver, volatile. Donc forcément, conserver, ça veut dire non volatile. Donc si un jour vous voyez non-volatile, eh ben, c'est un registre conservé. Un registre conservé, il appartient à l'appelant, ce qu'on appelle le caller, et la partie qui doit le conserver, donc le sauvegarder, c'est le callee, donc c'est la fonction qui est appelée. Et à l'inverse, un registre dit volatile, il appartient à l'appelé, et donc il doit être conservé par l'appelant. D'accord ? Donc ici, les registres non volatiles, d'accord, doivent être normalement sauvegardés par la fonction appelante. Donc une fonction qui n'utiliserait aucun des registres non volatiles, donc qui n'a pas besoin de les sauvegarder avant d'utiliser, parce que c'est ça qu'elle doit faire pour respecter la convention, eh bien sera considérée, en plus de toutes ces affirmations-là, comme étant une fonction feuille. Donc nous, vous voyez, on a juste ça, on a utilisé directement en fait les registres des paramètres, donc on n'a pas appelé d'autres fonctions, on n'a pas utilisé de variable locale, on n'a pas utilisé de registre non volatile, on n'a pas modifié la pile, et on n'a pas fait d'allocation dynamique. Alors quand j'ai utilisé les registres non volatiles, c'est pareil, c'est les modifier. Hein. Si c'était que de la lecture, bon, ça serait pas gênant. Mais si on vient à les modifier, à les changer, donc généralement on se sert d'un registre pour ça, on viendra écraser les anciennes valeurs, et dans ce cas-là, on ne rentre plus dans le cadre d'une fonction feuille. Donc nous, voilà, c'est magnifique, on est tombé sur le bon scénario où tout ça fonctionne. Bien sûr, on va aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on veut faire concernant les fonctions. Puisqu'on va trouver ensuite les fonctions dites cadre, tram, peu importe. Là. Et là, on va avoir beaucoup plus de règles. Donc je reviens sur les registres ici. Et si on prend par exemple Windows, voilà, parce que ça je trouvais que c'était plus clair de vous dire, voilà les registres qui sont normalement à sauvegarder par la fonction qui a été appelée, si vous comptez l'utiliser. Ne les sauvegardez pas tous par défaut, ça sert à rien. Si vous n'utilisez aucun des registres, ne le faites pas. Vous voyez, je ne l'ai pas fait moi pour add numbers, elle les utilise pas. Donc inutile de sauvegarder la valeur d'un registre qui de toute façon ne va jamais bouger dans cette fonction. Il n'y a pas de problème. Mais si vous le faites, vous devez le sauvegarder avant parce que la fonction appelante doit avoir la garantie que vous avez sauvegardé sa valeur, donc son état, pour pouvoir le récupérer tel quel entre deux appels. Voilà. Et les registres volatiles, c'est les registres qui peuvent changer de valeur d'un appel de fonction à l'autre. C'est pour ça qu'on est souvent censé les sauvegarder aussi. Donc vous en avez beaucoup, hein. J'ai mis vraiment la totalité, les AVX, AVX 512, ils sont quasiment tous, mais au moins c'est suffisamment complet par rapport à ça.
et ce sera après à vous de vous adapter suivant la convention d'appel que vous suivez au niveau de votre code. Ok, fonction cadre tram, c'est une fonction en fait qui va avoir besoin de faire ça. C'est-à-dire que si elle appelle d'autres fonctions, déjà elle rentre là-dedans. Si elle utilise des variables locales, pareil. Si elle doit utiliser des registres non volatiles, pareil. Si elle modifie la pile, pareil. Et si en plus elle fait de l'allocation dynamique, elle rentrera dans la deuxième catégorie. Voilà. Donc tout ça, elle rentrerait dans la catégorie, dans tous les cas, d'une fonction cadre. Et si en plus elle fait de l'allocation dynamique, c'est une fonction cadre qui va utiliser ce qu'on appelle un pointeur d'image. Le pointeur d'image, vous le connaissez, on peut voir d'autres noms éventuellement. C'est le pointeur base pointer, d'accord, le pointeur de base, ou le pointeur d'image. C'est pour ça que je vous ai dit, on trouve différents termes. Et moi, au niveau des vidéos, j'essaie d'employer plein de termes différents pour que vous ne soyez pas perdus non plus. Qu'un jour, si vous trouvez un terme que j'ai pas forcément employé, vous saurez, puisque je vous donne les synonymes à chaque fois, parce qu'il n'y a pas de normalisation de tout ça. Voilà, ce pointeur de cadre. Donc c'est qu'on va utiliser un registre ici de base pour certains calculs, et vous verrez pourquoi. Je vais vous le présenter avec le schéma. Maintenant vous comprenez l'importance des schémas que je vous fais, parce que si je donnais juste des explications comme ça à l'écrit, c'est sûr qu'à la fin de la vidéo, il y a plein de choses que vous n'aurez pas compris, donc c'est pas évident. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser à ça. Même si notre fonction n'est pas une fonction cadre, telle qu'on le voit, on va faire comme si. Parce que si on complète en fait les informations supplémentaires, c'est pas grave, ça va juste rendre moins performant, on aura davantage d'instructions écrites, tant pis, ce sera plus coûteux, mais ça va pas faire planter le programme, il sera pas faux, il fonctionnera quand même. Donc partons du principe que notre fonction addNumbers est une fonction qui n'est pas une fonction feuille, d'accord, qui va peut-être appeler d'autres choses, avoir besoin de variables locales, etc. Même si ce n'est pas le cas. Parce que je vous rappelle, voici ce qu'on a en termes de code ou de pseudocode, et on voit que ça rentre pas du tout dans ces catégories-là. On est bien dans une fonction feuille. Pour une fonction classique, on a plein de choses à suivre. Il va y avoir plusieurs parties. Donc déjà, je vais enlever ça. Je vais le séparer en deux. On va avoir, alors ça c'est le corps de la fonction, ça on n'y touche pas, ça peut rester tel quel, ok. Mais avant ça, il va y avoir un prologue, pardon. Le mec qui connaît pas ces mots de vocabulaire. Et un épilogue, ou plusieurs, mais bon là, un seul va suffire, à la fin de notre fonction. Avant en tout cas de terminer la fonction, donc le ret fait partie de l'épilogue, ce sera la dernière instruction à faire, puisqu'après on quitte la fonction. Et voilà ce que dit la convention Windows par rapport à ça, au niveau en tout cas de cette partie à respecter. Mais je vais faire ça en parallèle avec le schéma, parce que si je donne juste des explications à l'écrit, ça va être trop compliqué. Donc on va bien sûr faire ça en même temps. Voici une pile. Représentation, les adresses basses vers là, les adresses hautes vers là. Et je rappelle que la pile se remplit vers le bas, vers les adresses basses. Alors j'aurais pu la faire à l'envers, j'aurais pu mettre les adresses basses en haut, les adresses hautes en bas, mais c'est déjà un peu... Il y a beaucoup d'informations à assimiler, je voulais pas vous rajouter de la complexité dans tout ça. Allons-y, on va symboliser l'appel. Je peux le faire de quelle couleur? On va le faire comme ça. Voilà, on va faire l'appel ici. Hop, ça c'est le call. Alors, encore une fois, je suis pas avec la tablette graphique, que j'aurais pas eu la place pour l'avoir, donc ça va être horrible d'écrire à la souris, mais comme je vous explique tout à l'oral, au moins vous comprenez, le plus important c'est ça. C'est que je n'écris pas des choses sans les dire à l'oral ou les expliquer. Voilà, donc là on est dans, rappelez-vous le contexte, le terrain, la zone, donc le cadre de pile, ici pour main, et après là on arrive dans addNumbers, qui normalement devrait appeler d'autres fonctions, parce qu'on ne va plus la considérer comme une fonction feuille, mais pour l'exemple, pas besoin. Voilà ce qu'on a. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des appels. Pour un call, on va pousser sur la pile le contenu de RIP, donc l'adresse de retour. C'est exactement ce qui va se passer. On va exactement retrouver ça. C'est-à-dire qu'ici, nous allons avoir... Oula, par contre, j'abuse un peu, parce que voilà, j'ai quand même un outil pour faire des traits droits. C'est quand même moins dramatique. Voilà. Cette partie, d'ailleurs... Ah non, tant pis. C'est trop tard. trop tard. Ici, l'adresse de retour. Vous avez dit que ça va être dramatique, mais comme je vous le dis à l'oral, vous savez ce que je suis en train d'écrire. C'est vrai que si c'était à la tablette, ce serait bien mieux écrit, mais là, on va faire comme ça. L'adresse de retour, donc qui va permettre de revenir dans la fonction main, donc elle est ici, elle est enregistrée ici.
C'est-à-dire qu'à ce stade, nous avons notre pointeur de pile RSP qui pointe ici. RSP, il est là. Tout simplement. Nous avons toute une zone là, toute une zone ici. Mais avant ça, regardez ce que nous avions fait. Important. Cette fois-ci, maintenant, vous allez enfin comprendre concrètement l'utilité de ce fameux espace d'ombre dont on parle depuis 3-4 vidéos précédentes. On a dit qu'il fallait réserver 32 octets pour les 4 paramètres à passer pour une fonction. Et je vous ai indiqué d'ailleurs que même si nous n'avions pas les 4 paramètres utilisés, on s'en fiche, la convention nous indique et garantit que nous créons cet espace de 32 octets, quel qu'il soit, qui ait aucun paramètre, 1, 2, 3 ou 4, même plus, peu importe, on crée cet espace d'ombre dans tous les cas. Et bien c'est ce que nous faisons ici. On va avoir 1, 2, 3 et 4. Tout ceci, c'est le shadow space. En plus, écrire à la souris en travers, c'est merveilleux. Ah, c'est presque mieux en fait. Je viens de découvrir un truc. Voilà, ça fait partie du shadow space. On a donc l'argument 0, c'est-à-dire ce qui sera ensuite une place pour RCX. Éventuellement, pour le moment, c'est vide, d'accord, on considère qu'il n'y a rien, on a juste fait un espace de 32 octets. RDX, ça ce sera pour R8. Ah oui, le R il est magnifique. Hein. Et heureusement que je vous le dis à l'oral. R9, ok. Mais nous avons ces 32 octets. Donc là, nous sommes sur RSP. Ça on a bien compris, je vais les noter en vert. Ok. Ici nous avons, parce que nous sommes sur une pile en 64 bits, RSP plus 8. Parce que nous, quand nous rapprochons des adresses hautes, on incrémente, évidemment. Là, nous avons, vous avez compris normalement, plus 16, plus 24, etc., etc. Ensuite, plus loin, nous avons tout l'espace. C'est-à-dire, s'il nous faut, par exemple, d'autres parties, alors, qui concernent encore l'avant main, éventuellement, ou l'avant de cette fonction. Donc, une partie, par exemple, pour la pile. Si il y avait eu d'autres paramètres supplémentaires, d'accord, c'est-à-dire qu'on a marqué plus de 4 paramètres, genre un 5e, un 6e, etc., eh bien il serait mis sur cette zone. Donc là, je ne vais pas lui mettre une taille précise, hein, parce qu'on ne connaît pas, c'est pour l'exemple. Mais voilà, on imagine qu'il y a plusieurs valeurs. Ok. Voilà. Donc attention, là, il n'y a pas qu'une seule, ce n'est pas qu'une seule case. Hein. Voilà, il y en a plusieurs hein, dedans, mais on ne sait pas trop. Voilà, tac, tac, tac. Mettre en vert. Voilà, etc. Et ça, c'est l'espace de pile pour les paramètres. Donc, je mets de l'anglais, je mets du français, c'est magnifique. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, après on avait d'autres choses, mais ça ne nous intéresse pas ici. Donc pour le moment, c'est juste cette partie qui nous intéresse. On a donc ça pour cette partie. Voilà, donc on va comme ça pouvoir compléter. Maintenant, la convention, ce qu'elle nous dit en plus. Parce que ça c'était une première partie, c'est la convention, on nous disait, bon, il faut que la pile soit alignée sur 16 octets, il faut réserver un espace d'ombre de 32 octets pour les 4 paramètres ici. Ok, ça on a fait, on a bien respecté. Lors du call, lors de l'appel à la fonction, l'adresse de retour est mise ici. Donc je rappelle que le pointeur de pile, il pointe toujours vers le sommet de la pile, donc c'est-à-dire sur la dernière valeur qui a été empilée dessus. C'est pour ça qu'à ce stade, RSP est à cet endroit, d'accord. Et ensuite, on complète. On va avoir d'autres choses à rajouter. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un espace pour les parties locales et les registres à sauvegarder. Alors pareil, quand je le fais grand comme ça, considérez qu'en fait, il y a plusieurs... il y a plusieurs cases éventuelles. Hein. Et ça, c'est toute la partie locale. Donc local, plus les registres éventuellement à sauvegarder. Ce qu'on fera de toute façon concrètement en termes de code. Hein. Pour la suite, on va le voir concrètement. Et ici, si on est vraiment à la case qui vient juste après, là, alors c'est pas la bonne couleur, dommage. On a
RSP moins 8, RSP moins 16, etc. jusqu'à on ne sait pas combien, là j'ai pas d'exemple, etc. Donc admettons RSP moins 24, comme s'il y en avait 3, donc là il y aurait RSP moins 16, bref, de 8 en 8 à chaque fois pour chaque donnée qui aurait à sauvegarder. Ok, on a tout cet espace là. Quoi d'autre ensuite? Parce qu'après tout, on pourrait se dire qu'on contente de ça. S'il n'y a pas d'allocation dynamique, donc on tombe sur une fonction cadre ou fonction tram sans allocation dynamique, elle n'aura donc pas de pointeur d'image à créer ici. Donc directement, eh bien on va retrouver tout le reste, c'est-à-dire éventuellement des zones mémoire pour un appel à une prochaine fonction. Vous voyez qu'ici on avait une partie pour la pile, toute la zone shadow space pour préparer l'appel ensuite à la fonction suivante. Donc là encore une fois, partie de principe, ça c'est la fonction A, ça c'est la fonction B, d'accord. Et on pourrait par exemple par la suite avoir une fonction C. Et donc là, à nouveau un call à truc, que non on ne montrera pas, parce qu'une fois que vous l'avez compris pour A à B, vous l'aurez compris pour B à C, c'est exactement la même chose. Et ensuite, on va réserver les différentes choses. Donc là, on avait une partie pour la pile, donc ça va être le cas. Et ensuite, on va avoir à nouveau le shadow space, 2, 3, 4, à préparer pour ça. Et alors normalement, du coup, je vais le mettre là, l'instruction de retour, évidemment. Donc ça, hop, c'est bien compliqué le schéma. Donc là, la partie pour la pile. Donc vous voyez, comme on avait ça ici, on va le retrouver là. Le shadow space qu'on avait ici en préparation, on en a un nouveau ici à faire. Donc on aura à nouveau un sub, RSP, 32, etc. Puis avec l'alignement de la pile à faire, bien sûr. Donc shadow space. On va éviter de marquer SS1 moyen. Voilà, shadow space. Et après, l'adresse de retour qui sera également là. Et RSP va se déplacer à chaque fois. Ça paraît logique. Chaque fois qu'on met quelque chose, qu'on empile quelque chose, bien sûr, ça change. Donc ça, je vais le remettre ici. Donc là, si j'enlève bien sûr ce dernier, c'est ça le problème, c'est que passer d'un outil à l'autre, pas pratique. Je vais enlever mon loco, on a compris. Voilà. Une fois qu'on a fait normalement ça, donc on a mis toutes ces choses ici, et forcément le RSP est ici. Il est en RSP, alors du coup là ça changera bien sûr les adresses, mais voilà, il a bougé par rapport à ce qu'on a, et ainsi de suite. D'accord, pour comprendre un petit peu tout ce qu'on a ici. Voilà, il va se déplacer au fur et à mesure de tout ce que nous avons sur le code. De toute façon, il va toujours se déplacer dès qu'on va empiler ou dès qu'on va réserver une zone. Évidemment, il sera toujours, n'oubliez pas, c'est important, RSP va toujours pointer sur le sommet de la pile, donc l'adresse la plus basse par rapport à ce qui est occupé. Et ça nous permettra comme ça ensuite de pouvoir empiler ou dépiler un des valeurs, sinon s'il n'était pas au bon endroit, on aurait des petits problèmes pour la suite. Voilà ce que nous dit la convention d'appel. Mais s'il y a de l'allocation dynamique, la différence, c'est que avant, alors tout ce qu'on avait, alors je vais renoter vite fait, toute la partie, param stack, voilà, toute la partie pour les paramètres qui sont mis sur la pile et l'espace d'ombre, donc je vais mettre P pour les paramètres et je vais mettre S pour le shadow space. Entre deux, on va voir deux petites choses. Et bien sûr, la partie locale et registre, on va retrouver deux choses importantes. Ça peut être beaucoup plus grand, mais compris. Ici, on va mettre en place, bien justement, le pointeur d'image, donc le fameux base pointer, il va être ici. Alors, je vais le noter tel quel en fait. Voilà, pointeur d'image. Il est ici. Alors, on verra que c'est pas ce registre qu'on va utiliser, puisque pareil Windows fait des optimisations qui utilisent un autre registre pour ça. Mais on abordera ça en tout cas par la suite. Et donc on va pouvoir comme ça utiliser ça. Et ensuite, nous avons toute cette partie. Donc il va dépendre du registre qu'on va utiliser comme pointeur d'image. Donc ici, lui, il ne bougera pas. Alors pourquoi on fait ça? Parce que l'allocation dynamique, on ne peut pas prévoir, comme son nom l'indique, ce n'est pas statique, donc on ne peut pas prévoir à l'avance l'espace qui va être occupé.
Si on ne peut pas prévoir ça, il est impossible de se servir du registre de pile pour accéder aux zones qu'on veut sur la pile, parce que on ne peut pas prévoir à l'avance la taille qu'il fera. Donc on va créer un pointeur d'image qui lui sera à un endroit fixe sur la pile, et ensuite vous voyez, comme on a fait ici RSP plus 8, moins 8 pour accéder relativement à des parties en mémoire, c'est ça qu'on va utiliser comme notation dans notre code par la suite, et bien là on utilisera le pointeur d'image pour le faire, dont on sait que lui ne bougera pas. Parce qu'à ce stade, encore une fois, RSP, voilà, il est ici. Une fois qu'on a refait tout le shadow space, il est venu ici. Et vous voyez que ça a changé forcément l'adressage relatif à utiliser à partir de lui. Tandis que lui n'a pas bougé. Donc à partir de là, on peut faire voilà, moins 8, plus 8, et se déplacer toujours de manière fixe comme il faut dans ces parties-là. Avec cette partie qui évolue. Voilà grossièrement comment que ça se passe au niveau du code. Il y a plein de choses à noter, donc je vais enlever tout ce qui nous intéresse moins maintenant. On va compléter ça. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur qu'il m'enlève un truc en trop. Non, c'est tout bon. Généralement, j'ai mis des calques pour éviter justement de tout effacer. Donc là, j'ai été un peu loin. Je vous ai fait vraiment le schéma complet avec toutes les explications, tout le scénario possible. Pour aussi un petit peu voir comment ça fonctionne. Et on va revenir là-dessus. Ok. Au niveau du code, comment que ça va se passer au niveau de la convention Windows, et après on terminera pour cette vidéo, on va pas passer à la suite, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Ça je vais l'enlever, plus besoin, maintenant je vous ai donné des explications. Voilà, pour respecter la convention Windows x64, ce qu'il faut écrire dans le prologue. Le prologue, déjà, alors c'est toujours si nécessaire, c'est-à-dire certaines choses évidemment sont à faire obligatoirement quand vous avez une fonction qui est cadre. Si c'est une fonction feuille, vous l'avez vu, on avait juste ça, cette instruction est terminée. Ici, nous devons, comme on part du principe que c'est une fonction qui va éventuellement en appeler d'autres, on ne devrait pas utiliser directement, vous voyez, les registres ici. Parce que peut-être qu'entre-temps, on va s'en servir pour appeler une autre fonction, et vous voyez qui servent de paramètres, ces registres. Donc, on va les sauvegarder sur la pile. C'est-à-dire que nous avions, rappelez-vous tout à l'heure, tout un espace à avoir, alors, hop, ici, pour, pas ça du tout, toute la partie locale. Ça, souvenez-vous. Voilà, toute cette partie-là, je vais vraiment jamais y arriver. C'est local et les registres. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire. On va sauvegarder tous les éléments qu'il nous faut, mais ça c'est pour la partie, en tout cas, dans notre fonction. Nous, comme ça concerne les registres ici pour les paramètres, on a fait un espace d'ombre pour ça. On va l'utiliser. Là, on a RCX, RDX qui ont été utilisés pour notre fonction addNumbers. Donc on va sauvegarder, faire en sorte d'avoir nos valeurs ici. Donc pour ça, on va utiliser l'adressage relatif, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma. On va donc sauvegarder les différents éléments. RSP, si on prend l'emplacement du premier, c'est plus 8, vous voyez, pour mettre ici. Donc on y va, plus 8. Et je mets RCX, vous voyez, qui est utilisé ici. Ce qui veut dire que là, bon, si je m'amuse à réutiliser ça à ce stade, même si là ce ne serait pas utile pour une fonction feuille, en fait c'est ça. Voilà. Comme ça, l'avantage, vous voyez, ça libère RCX, on peut le réutiliser pour un appel à une autre fonction. Tout le principe d'une fonction cadre, qui est censée appeler d'autres fonctions par la suite. Même chose pour le deuxième, qui vient après, donc c'est plus 16, RDX, on se retrouve alors avec l'accès ici. Voilà. Donc là, on a complété, le 5 il est là, le 3 il est là, donc en fait c'est RCX et RDX qui ont été copiés. Ça, on ne l'utilisera pas, c'est pas grave, ça non plus, mais c'est pas grave, ça de toute façon a été réservé s'il fallait. Alors pour la pin, non, ça n'a pas été réservé, puisqu'on n'a pas réservé en amont quelque chose, et la convention ne nous l'indique pas. Par contre, pour l'espace d'ombre, la convention nous oblige à réserver cet espace de 32, donc on a bien deux cases ici libres, et en plus ça permet de conserver l'alignement ici. Donc on a cette partie qui est faite, et là c'est l'état actuel réel de ce que nous avons. Voilà, pour cette partie. Maintenant, si on va plus loin, si nous avions besoin de faire de l'allocation dynamique, alors même sans allocation, je ne vais pas aller trop vite, si on avait besoin d'avoir des variables locales, mettons ici, au lieu de faire directement ça, retourner A et B, alors ça va pas être utile, mais c'est pour l'exemple, on crée une variable, truc, d'accord, et c'est tout, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, ici, je crée une variable que je déclare terminée. C'est une variable locale. Elle appartient au contexte de la fonction addNumbers. Elle a donc besoin de son espace. C'est un entier, il occupe donc 8 octets. Alors ici, il faut réserver 8 octets d'espace et il faut le faire. Alors bien sûr, en amont, vous saurez ce que vous aurez besoin comme espace. Donc en fonction du nombre de variables locales que vous avez, etc., eh bien vous ferez une soustraction sur RSP de la taille du nombre d'arguments, enfin de variables locales que vous aurez. Moi, j'en ai qu'une seule, je vous ai dit c'est 8 octets, donc je vais simplement le faire une seule fois. Donc une fois que j'ai sauvegardé les arguments dans leur espace à eux, dans leur home location, comme vous pouvez souvent l'entendre, on va mettre tout simplement soustraire la pile de 8, ce qui va permettre effectivement de créer cet espace supplémentaire. Alors je vais enlever. On va essayer de vraiment respecter un peu comme si on était dans le cas réel pour le moment en tout cas, ce que nous avons. Donc là on a vraiment juste ça. Je suis en train d'effacer. Hop. On a fait RSP-8. Donc on se retrouve ici. Vous voyez, cette zone est vide. Je rappelle finalement que le pointeur de pile, il est ici. Il a bougé forcément, puisqu'on a fait une soustraction. Et ici, on aura notre espace pour truc. La fameuse variable truc là, que j'avais créée dans le code plus haut. Voilà, celle-ci. On a son espace qui est prêt, donc on a la place mémoire pour l'avoir pour la suite. Donc au niveau du code, on a fait ça dans le prologue toujours, après avoir sauvegardé les registres qui ont servi de paramètres sur leur zone d'ombre, d'accord, qui appartenait à la fonction A, donc à l'espace de la fonction main. Ça, c'est le minimum pour cette partie. Maintenant, même si ce n'est évidemment pas le cas pour nous, on va partir du principe que notre fonction va faire de l'allocation dynamique. C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin de sa partie de base et ensuite tout l'espace éventuellement qu'elle utilisera dynamiquement. Comment faire ça? Oui, Microsoft, donc Windows, a choisi plutôt que d'utiliser le pointeur de base, que ça vous verrez qu'on va l'utiliser pour GNU Linux, en revanche, pour Windows, on va utiliser un des registres qui est disponible, à savoir R13 par exemple. Donc je vais prendre lui. Voilà, on nous conseille d'utiliser R13. Donc vous voyez que registre sauvegardé par l'appelé, c'est un registre non volatile. Donc R13 doit être sauvegardé puisque nous allons l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut que la fonction qui a appelé, la fonction addNumbers, ait la garantie qu'elle retrouvera la valeur qu'il y avait dans R13 avant. Donc comme on s'apprête à la modifier, on doit sauvegarder cette dernière d'abord. Donc généralement ce qu'on fait, moi je vous recommande en tout cas, c'est de faire ici la sauvegarde des paramètres dans leur espace d'ombre. Ensuite vous sauvegardez les registres que vous allez utiliser qui sont non volatiles. Donc on les pousse sur la pile. Donc je vais mettre R13. Ensuite, on soustrait à la pile, au registre de pile, l'espace nécessaire pour toutes les données locales. Okay. Et enfin, puisqu'on part du principe qu'on fait de l'allocation dynamique, on va réserver l'espace suffisant pour ça, parce qu'on ne peut pas le prévoir à l'avance. C'est-à-dire, combien d'espace je vais avoir besoin ici dynamiquement? On ne sait pas. Il n'y a qu'à l'exécution qu'on verra combien est alloué. Ça va dépendre de l'utilisateur, de certains paramètres. Est-ce que ça va être 8 octets, 16, 32, 128? On ne sait pas. On va donc réserver le maximum adressable pour un octet qui est 128. Comme ça, on garantira d'avoir un espace suffisamment grand. D'accord, on aura quelque chose de 128 octets ici, et ce sera très bien. Alors déjà, je vais enlever le SP, voilà. Ici, hop, 128. Voilà, donc RSP, bien sûr, va se retrouver à la fin. Et là, on a moins 128, d'accord, qui est fait. Et en termes de code, on va utiliser une instruction load effective address qui sera plus efficace sur RSP, donc toujours notre registre de pile. Et on va, alors, j'ai des bêtises sur R13, ça c'est pour après. On part de R13, donc c'est lui qui va servir de pointeur de base, d'accord, finalement. Et on va soustraire, donc on va faire 128, on va aller 128 octets plus loin par rapport à la position de RSP. Donc RSP était ici. Ah, il ne me l'a pas gardé, dommage. Il était ici. D'accord.
et on va aller 128 octets plus loin. Et donc effectivement réserver ce que je vous disais, cet espace de 128 octets. Sachant que R13 a été poussé aussi là. Je rappelle que nous avons, normalement, alors même on va avoir, oui c'est ça, il est où l'espace, voilà. On a même poussé R13 avant. Donc en fait, maintenant dans notre exemple, on a R13 ici, en réalité. On a ensuite réservé 8 pour truc. Donc la position a changé ici. Et ensuite, par rapport à R13, on va 128 octets plus loin. Et comme ça, hop, on met RSP ici. Ce qui fait que là, bon évidemment, il ne fera pas exactement 128, parce que vous voyez qu'on avait des choses avant, mais on pense en tout cas avoir laissé un espace suffisant. Du moins, de toute façon, c'est ce que la convention nous conseille de faire. Donc on va respecter scrupuleusement la convention, on ne va pas inventer des choses. On va partir sur 128 et ça ira très bien. Alors le billet, on aurait pu mettre autre chose, on aurait pu mettre 32, on aurait pu mettre quelque chose de plus petit. Mais pour moi, la documentation propose 128, permet d'avoir comme ça une bonne marge de manœuvre, et au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc là, je vous ai vraiment montré le prologue, qui était un des plus classiques qu'on peut retrouver, où on a à la fois la sauvegarde des registres de paramètres si nécessaire dans leur espace d'ombre, c'est ce qu'on a fait sur cette partie, la sauvegarde des registres non volatiles qui vont être utilisés, nous on n'a que R13 donc je l'ai poussé sur la pile, ensuite un espace à réserver pour tout ce qui est variable locale, on n'en a qu'une seule, 8 octets, donc on a soustrait à la pile, et ensuite on réserve cet espace qui sera prévu pour tout l'espace d'allocation dynamique, en se prévoyant une bonne marge par rapport à ça. Voilà comment que ça se passe. Petit point, à nouveau, je vais un peu plus loin sur le prologue avant qu'on passe à l'épilogue et qu'on termine cette première partie. Si vous aviez besoin de réserver ici un espace pour les variables locales plus grand qu'une page, donc une page au niveau de Windows, c'est 4096 octets, et bien pour ça, vous avez une fonction utilitaire qui est à utiliser, qui va vous garantir en fait de vérifier l'état de la pile, que l'alignement est bon et qu'il n'y ait pas de problème, tout simplement. Donc ça vous arrivera peut-être jamais, mais si un jour vous avez besoin de plus de 4096 octets à réserver, et bien pour ça il va falloir modifier un petit peu le prologue que nous avons ici. D'accord ? Mais avant, on va déjà compléter l'épilogue par rapport à ce que nous avons ici, et on complétera par la suite. L'épilogue, c'est le nettoyage de tout ce qu'on a fait au niveau du prologue, c'est-à-dire qu'on est arrivé à quelque chose comme ça, okay, avec notre espace, et le but c'est de se retrouver ici. C'est-à-dire il faut qu'à nouveau RSP pointe sur l'adresse de retour, puisque c'est ça qui va nous permettre via l'instruction RET de revenir après l'appel à la fonction et d'exécuter la suite du programme. Si on n'a pas ça, on va être bloqué, on ne pourra pas avancer sur la suite de l'exécution. Donc il va falloir faire le chemin en arrière, faire en sorte que RSP revienne à sa position de départ, avant tout ce qu'on a fait ici, tout ce qu'on a réservé. Et là vous voyez, vous commencez à comprendre le principe de la pile, l'empilement, dépilement, etc. Tout prend du sens par rapport à ça. On y va, on prend les choses dans le sens ici. On avait déjà réservé pour l'allocation dynamique cet espace-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le faire à l'envers. Donc toujours dans le sens inverse de ce qui a été fait dans le prologue. On est sur une pile, n'oubliez pas, le premier élément à en sortir, c'est le dernier qui a été mis. Last in, first out. LEA, cette fois-ci sur RSP, moins 128 par rapport à la position de R13. Cette instruction va avoir pour effet, alors évidemment c'est tout, ça a tout dégagé ici, je peux pas le remettre comme ça, on va laisser comme ça, va avoir donc pour effet de supprimer tout cet espace et de revenir 128 avant. Donc en fait on revient à R13, etc. Mais on n'a plus cet espace qui a été pris. Donc RSP va se retrouver ensuite là où il peut. Voilà. On a supprimé tout l'espace qu'on avait de trop par rapport à ça. Ensuite on a fait ça. On avait réservé l'espace pour les variables locales, on n'en avait qu'une, donc 8 octets. Donc on fait l'inverse, vous savez faire. Hein. S'il y a un sub sur la pile, vous savez faire l'inverse, c'est un add. Pareil de 8. Qu'est-ce qui se passe ? La partie truc ici, ça dégage. On se retrouve à nouveau ici. Et on enlève le reste. Alors je prends mon temps, encore une fois, parce que c'est vraiment des détails très importants. Ça va vous accompagner tout le long. Et si vous avez compris ça, vous aurez tout compris. C'est pour ça que c'est assez. Il y a beaucoup de détails sur vous voyez, les fonctions en langage assembleur. Il y a beaucoup plus de choses à connaître que si vous étiez sur un langage plus haut niveau. Donc il faut bien comprendre tout ça et ça se passera très bien ensuite. Voilà, on revient ici. On est au registre qu'on a sauvegardé. Là, normalement, vous avez compris, vous serez capable de compléter l'épilogue. On a poussé sur la pile R13, on le récupère, on le remet dans son état. Voilà.
Et comme ça, vous voyez la fonction appelante, et ben elle va retrouver R13 tel qu'il était, comme s'il ne s'était rien passé avec, comme si nous n'avions pas utilisé. C'est la responsabilité de la fonction appelée de sauvegarder ce registre non volatile que nous avons utilisé. Donc on l'a sauvegardé avant, on l'a utilisé ensuite, et ensuite on le restaure tel quel, et la fonction appelant, donc ici main, va le retrouver dans l'état où il était au départ. Et on a bien respecté la convention d'appel. Cette partie-là a pour effet, voilà, j'avais enlevé évidemment qu'il ne fallait pas, quand je ne fais pas les effacements dans le bon ordre, c'est embêtant. Donc on enlève cet espace, hop, et au revoir R13, il récupère enfin sa position d'origine. Et nous avons, il est marqué en gros, mais de toute façon on a terminé pour le schéma ici, RSP qui enfin est revenu à sa position de départ, qui est l'adresse de retour. Et là maintenant vous savez, avec une instruction RET, ce qui se passe, cette adresse de retour est mise dans le registre RIP, donc le registre de la prochaine instruction, et on fait un jump, donc on fait un saut qui permet de revenir à cette adresse qui a été mise tout simplement dans le registre d'instruction, le pointeur d'instruction. D'où le ret qui vient ici à la fin. Et on a bien respecté tout dans l'ordre. Alors là par contre, vous voyez, on n'a rien eu besoin d'effacer. Ça a été mis sur l'espace d'ombre, on le laisse tel quel, on n'y touche pas. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Alors avant de finir, vous avez dit que dans le cas où nous avions un espace fixe ici de plus de 4096 octets à réserver, quel changement va opérer ici au niveau du prologue et donc de l'épilogue? Ça va être assez simple. Ici, vous voyez, bon, on a poussé les valeurs, etc., pas de problème. On va, alors je vais enlever cette partie, mettre dans RAX l'espace que l'on veut. Donc admettons qu'on est là, il faudrait que je, pas forcément, 4096, admettons plus 32, voilà, on aurait 4128 par exemple, dont on a besoin. Donc on n'a plus besoin de 8 octets cette fois-ci, mais de 4128 octets. Donc on dépasse la taille d'une page. Ok. Donc on a cette partie, et nous allons appeler une primitive, donc une fonction utilitaire. Il y a un double tiré du bas, double underscore, qui est chk pour check, stk pour stack, check stack. Et c'est elle qui va faire toutes les vérifications concernant la pile, l'alignement, etc. pour pouvoir nous réserver une extension d'espace, d'accord, au niveau de la pile, pour avoir ce qu'il faut. Parce qu'on dépasse une page, donc il y a tout un tas d'optimisations qui doivent être faites. Et heureusement pour nous, nous n'avons pas besoin de le faire manuellement. C'est à Windows de s'en occuper et de faire toutes les, on va dire, les optimisations nécessaires par rapport à ça. Maintenant, le retour de cette fonction aura mis dans RAX l'espace qu'il nous faut, donc ce n'est pas 8, mais c'est RAX qui est à faire. Parce que vous comprenez, en réalité, pour avoir cet espace-là, il ne faut pas juste soustraire cette valeur, il faut soustraire d'autres choses. Donc c'est cette fonction qui va nous le calculer, elle met le résultat dans RAX, et on applique ça pour faire la soustraction sur notre pile. Et après, le code est le même. Voilà, on n'a pas de changement ici. Enfin, si on a toute la partie comme elle a pu être faite, et on peut retrouver le différent code. Donc là, normalement, on avait toute la partie que nous avions ici, parce que je pense qu'on a tout notre code qui a été fait. Donc je pense que c'est ça qu'on a. Et on va pouvoir compléter. D'ailleurs, on pourra peut-être même réduire, parce que là, on a les deux. On réduit en une seule instruction. On va mettre la taille qu'il y avait, 4128, moins 128 de R13. Voilà, comme ça on complète un petit peu sur la partie que nous avons ici. Alors ça pareil, normalement ça devrait être sauvegardé dans une constante pour éviter de noter les valeurs en brut ici, en plus à 2 reprises. Ce serait plus intéressant d'avoir ça en des constantes. Mais bon, vous savez faire, hein, donc si vous voulez compléter, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment, je suis allé loin, encore une fois, parce qu'on ne se contente pas juste de trucs de, entre guillemets, de débutants. Si on aborde plusieurs scénarios où on aura véritablement de l'allocation dynamique et en plus d'avoir besoin de gérer un espace fixe pour les variables locales de plus de 4096 octets. Donc sachant que la convention de Windows nous propose des solutions pour gérer ça, je vous les présenter bien évidemment dans ce cours, parce que c'est important de le savoir et de l'aborder un petit peu ensemble. On a fait le tour sur ça, en tout cas cette partie. Je vais m'arrêter là pour cette première partie, on va continuer pour la suite, on a d'autres choses à faire, aussi bien sur GNU Linux que sur Windows, hein. On n'a pas tout à fait fini, mais en tout cas on a bien avancé cette première partie, donc on se retrouve très vite pour la suivante.